Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on va faire un retour sur la Dagoma Neva Magis. J'ai fait mon review de cette imprimante il y a plusieurs mois déjà et ça fait longtemps que je veux vous faire un retour sur cette imprimante. Si vous vous souvenez bien, dans mon review, j'avais dit que j'étais très impressionné de voir à quel point on a besoin de faire aucun ajustement pour avoir de bonnes impressions. On met la carte SD, on appuie sur un bouton et ça se met à imprimer, ça se calibre tout seul. Donc pas besoin d'ajuster les poulies, pas besoin d'ajuster le plateau ou quoi que ce soit. Ce review a suscité beaucoup de bonnes réactions, mais aussi quelques mauvaises réactions à cause du prix de l'imprimante, la qualité d'impression et la fiabilité. Donc c'est de ces trois aspects-là qu'on va parler aujourd'hui, surtout l'aspect fiabilité. Cette imprimante-là, si on regarde sur papier, effectivement, elle est chère pour qu'est-ce qu'elle donne. Le volume d'impression n'est pas énorme, on n'a pas énormément de fonctionnalités non plus, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut upgrader dessus non plus. Il y a beaucoup de gens qui ont comparé cette imprimante-là à par exemple la CR10 et effectivement la CR10 elle est moins chère que celle-là, on a un plus gros volume d'impression, on peut la modifier, etc., etc. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas comparer une imprimante comme ça aux imprimantes chinoises que je suis habitué de présenter sur ma chaîne. La raison c'est que cette imprimante-là vise un public totalement différent et je pense que c'est ça que j'ai pas assez mentionné dans mon review. Les imprimantes 3D que je suis habitué de vous présenter habituellement, elles sont plus destinées à un public un petit peu plus bricoleur, c'est-à-dire que s'il y a un problème, en général, ces gens-là vont être capables de le réparer. C'est des gens qui vont avoir la patience de jouer avec les ajustements de l'imprimante et jouer avec les paramètres pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Mais cette imprimante-là, elle vise le public totalement contraire. Elle vise les personnes qui n'ont pas envie de faire des ajustements, qui n'ont pas envie d'avoir à jouer avec des paramètres non plus. Et ces gens-là, ils veulent pas avoir à réparer cette imprimante-là eux-mêmes si elle brise. Ils préfèrent l'envoyer chez Dagoma, puis ensuite la recevoir réparée, puis recommencer à l'utiliser normalement. Alors cette imprimante 3D est destinée aux gens qui veulent faire de l'impression 3D, mais sans les maux de tête qui peuvent venir avec. Donc il y a certains compromis ou certaines concessions qui vont devoir être faites pour avoir l'imprimante la plus facile à utiliser, mais ça c'est le public cible. Donc si vous êtes débrouillard et que ça vous dérange pas de jouer avec des paramètres et de jouer avec des ajustements, peut-être que cette imprimante-là, c'est pas la meilleure pour vous, parce que cette imprimante-là, pas de plateau chauffant, pas un gros volume d'impression, puis elle est pas donnée. C'est quand même cher. Donc là, si vous êtes un minimum bricoleur, peut-être aller plus vers CR10, Tevo Tornado, dans ces genres-là. Et si vous voulez vraiment pas vous casser la tête, là, vous pouvez aller vers ça. Donc je pense que c'est comme ça que j'expliquerai le prix. Le prix, il n'est pas vraiment dans les fonctionnalités. Le prix, il est dans la facilité d'utilisation de l'imprimante. Alors ça, c'est à vous de voir si c'est un point qui est important pour vous. Maintenant, parlons de la qualité des impressions. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils trouvaient que dans mon review, la qualité des impressions n'était pas très bonne. En regardant la vidéo, je peux comprendre pourquoi. Donc déjà, moi, j'ai deux théories. Théorie numéro 1, le filament chromatique argent, de par son aspect réfléchissant, je pense que quand il y a des traces de rétraction, selon l'angle qu'on regarde, on dirait qu'il y a de la sous-extrusion ou de la surextrusion, mais en fait, c'est juste que quand il y a de la rétraction, ça fait des petits points. Et avec cet aspect réfléchissant, les petits points, ça fait un effet assez bizarre à la caméra, mais moi, quand je les regarde ici comme ça, je me rends compte que c'est surtout des effets lumineux qui font que l'impression a l'air un petit peu bizarre. Et c'est la même chose avec le petit bateau Benchy Boat. Donc, je vous montre de plus près. Vous voyez les genres de petits points de rétraction ici. Dépendamment de l'angle, vous voyez comme ça, on dirait que l'impression elle est vraiment mauvaise. Mais si on regarde de l'autre côté, ben, on dirait que l'impression elle est mieux. Vous voyez les genres de lignes ici? Comment ça change? Je pense que vous êtes capable de voir. Je crois que c'est surtout un effet lumineux. Là, c'est certain qu'il y a des endroits où est-ce que ça imprime dans le vide, donc ça, c'est sûr que ça va avoir un petit peu plus de difficulté. Mais globalement, moi, je trouve pas que la qualité, elle est mauvaise. Regardez dans cette direction-là versus dans cette direction-là. Même chose sur le petit Benchy. Dépendamment de quel angle on regarde, l'impression elle a l'air plus ou moins belle. Si on regarde la porte ici, le contour, on voit que dans cet angle-là, il est assez beau. Puis ensuite, quand on vient comme ça, on voit que ça devient foncé. Donc encore une fois, j'ai l'impression que c'est un genre de jeu de lumière qui donne cette illusion-là. Donc ça, c'est juste mon opinion selon mes observations. Mais là, ça m'amène au deuxième point dont je voulais parler en ce qui concerne la qualité. Et c'est que c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup les petits points de rétraction. Donc là, ce qu'il faut qu'on se rappelle, c'est qu'on utilise Cura by Dagoma, qui est donc le logiciel Cura qui a été modifié par Dagoma et il est très peu customisable. On ne peut pas vraiment changer les paramètres. On utilise les paramètres de Dagoma seulement. Donc ça fait que le logiciel est super simple parce qu'on a 4-5 options qu'on peut changer. On ne peut pas améliorer et personnaliser nos paramètres jusqu'au maximum. Et c'est peut-être pour ça que j'ai obtenu quand même des points de rétraction qui sont assez visibles. Donc ce que je veux faire dans le futur, c'est créer mon propre profil pour cette imprimante-là dans Simplifier 3D, puis vraiment tweaker mes propres paramètres. Sauf que si j'ai besoin de faire ça,
Là, c'est sûr que ça veut dire que ceux qui achètent cette imprimante-là pour ne pas se casser la tête et avoir appuyé sur juste un bouton pour que ça imprime, ils vont être pris avec ce style de qualité-là, c'est-à-dire une qualité qui est bonne, mais qui pourrait être améliorée. Et malheureusement, ces gens-là n'auront pas accès aux paramètres plus précis. Et de toute façon, je pense que ces gens-là qui achètent cette imprimante-là, c'est pas ceux qui veulent jouer avec ces paramètres-là. Donc, je pense que ce serait à Dagoma d'améliorer encore plus leur logiciel Cura pour qu'ils viennent avec des paramètres qui sont plus précis. Peut-être qu'il y a une nouvelle version de leur logiciel qui est sortie et qui est améliorée. Ça, je suis pas au courant. Mais il y aurait du travail à faire là-dessus parce que c'est vrai que c'est tentant de faire notre propre profil pour aller chercher un petit peu plus d'amélioration. Donc, on a parlé du prix, on a parlé de la qualité. Maintenant, c'est le temps de parler de la fiabilité. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était des imprimantes qui étaient vraiment pas fiables et que j'allais avoir plein de problèmes avec, etc., etc. Et j'ai effectivement eu un problème que j'ai réussi à régler et je vais vous parler de ce problème-là. Mais le problème dont on m'a parlé le plus souvent, c'était que avec le temps, la buse a fini par boucher en quelque sorte et le plastique, il veut plus bien sortir et supposément que ça arrive à énormément de personnes. Je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne la vidéo que j'ai fait à propos des buses bouchées. Ça peut déjà donner de petites astuces, mais peut-être que c'est quand vous enlevez votre plastique, il y a du plastique fondu qui remonte dans le tube PTFE. Peut-être que lorsque vous terminez votre impression, vous débranchez tout de suite l'imprimante, donc le ventilateur qui refroidit la tête d'impression, ben, il s'arrête et ça fait que la tête d'impression, il y a certaines zones qui doivent être plus fraîches qui là se réchauffe et ça fait fondre le plastique à une hauteur dans la buse où est-ce qu'il serait pas censé fondre. Donc débranchez l'imprimante seulement quand vous entendez le ventilateur s'éteindre de lui-même parce que quand la buse elle devient froide, le ventilateur s'éteint automatiquement. Essayez d'utiliser des filaments de bonne qualité. Si vous imprimez avec des filaments composites avec du bois ou du métal à l'intérieur, assurez-vous d'avoir un bon diamètre de buse qui est adapté à ces filaments-là. Bref, plein de trucs à penser comme ça pour la buse. Moi, j'ai pas encore eu de problème avec la buse, mais c'est vrai que j'ai pas énormément imprimé avec non plus, seulement peut-être une dizaine d'heures en tout. Mais moi, j'ai eu un autre problème qui était assez intéressant, donc je vais vous raconter ça maintenant. Et en vous racontant ça, je vais vous montrer quelque chose que très peu de gens vont voir sur la Neva Magis, c'est-à-dire l'intérieur de la Neva Magis. Donc, j'ai eu un problème avec l'imprimante et j'attendais de savoir c'était quoi le problème et de voir si j'étais capable de le régler avant de vous en parler. Et puis, ben, j'ai été capable de le régler, donc je vous en parle aujourd'hui. Et si j'avais vu que c'était impossible pour moi de régler le problème, je vous en aurais parlé aussi, bien sûr. Mais durant cette période de temps où est-ce que j'étais pas encore certain si j'étais capable ou incapable de la réparer moi-même, j'ai préféré garder ça pour moi parce que je voulais être sûr de savoir qu'est-ce qui se passait avant d'en parler. Donc, le problème que j'ai eu, ça a commencé lorsque j'ai fait une calibration de l'imprimante, c'est-à-dire j'appuie sur le bouton Power et ensuite je la branche et je lâche le bouton Power uniquement quand l'imprimante se met à bouger. Donc l'imprimante elle va faire un Home et ensuite elle va aller toucher à certains points sur le plateau pour se calibrer. Le problème, c'est que pendant la calibration, à un moment, elle descendait, puis ensuite elle remontait 2 fois, puis ensuite elle descendait, remontait 3 fois, puis ensuite elle descendait, puis elle restait bloquée à ce point-là. Elle n'était jamais capable de le calibrer. Alors j'ai dû interrompre la calibration, je rebranche l'imprimante, puis là, le bouton, il se met à clignoter super rapidement. Donc là, je me dis, tiens, c'est bizarre, je la débranche, j'essaie de refaire une calibration, ça fonctionne encore pas. Donc là, c'est clair, on a un problème. Elle voulait pas imprimer, elle voulait rien faire, elle voulait pas chauffer, elle voulait pas faire sortir le filament, elle voulait pas faire rentrer le filament non plus. Alors, je suis allé sur le site de Dagoma dans la section diagnostic, puis j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire cette lumière-là. Selon comment votre lumière se comporte, ça va vous dire qu'est-ce qui se passe avec votre imprimante et selon certains problèmes, l'imprimante peut écrire des choses sur la carte SD dans un fichier qui va vous dire c'est quoi qui se passe avec l'imprimante qui est problématique. Moi, il n'y avait rien sur la carte SD, seulement la lumière qui clignotait super vite et qu'au bout de 4-5 secondes, elle s'arrêtait. Puis sur le site de Dagoma, la meilleure chose que j'ai vue, c'était que c'était un problème avec le détecteur de filament. Alors là, j'ai fait un test, je mets du filament, j'entends pas l'extrudeur, la lumière se met à clignoter. Ensuite, la lumière arrête de clignoter, j'enlève le filament, toujours pas de bruit d'extrudeur et la lumière se remet à clignoter. Donc là, j'ai dit, OK, c'est un peu bizarre, sauf que quand je mets le filament et que je l'enlève, il est détecté. Donc j'imagine que la switch pour le filament fonctionne encore, mais bon, je décide de la tester. Donc j'ai dévissé le côté, j'ai testé la switch avec mon multimètre et elle semblait fonctionner. Bon, ensuite, j'ai appris que Dagoma me donnait l'imprimante au lieu de seulement me la prêter pendant 6 mois. Donc, en théorie, cette imprimante-là, elle est à moi pour toujours maintenant. Je pense qu'ils se sont rendus compte que ça coûtait bien cher l'envoyer au Canada et que ça allait coûter bien cher la réexpédier en France. Donc, à partir du moment où j'ai su que c'était la mienne, je n'ai plus eu très peur de la démonter. Alors, j'ai regardé un petit peu partout et j'ai pas vraiment trouvé de façon de la démonter avec des vis à partir d'en dessous ou quoi que ce soit. J'ai regardé sous le plateau et ça semblait pas vissé ou quoi que ce soit. On dirait que c'était juste collé. Donc, à un moment,
moment, je me suis dit, bon, ben, allons-y, on va tirer sur le plateau et il arrivera ce qu'il doit arriver. Et là, je vous le dis tout de suite, ne faites pas ça chez vous. Si vous décollez le plateau, vous risquez d'endommager votre imprimante. Donc, ne le faites pas. Faites juste regarder cette vidéo à la place. Bon, déjà, je vais enlever mon support à filament. Je vais enlever mon fil ici. Je vais monter mon petit support en plastique tout en haut comme ça. Le plateau, il est simplement collé. Et moi, puisque je l'ai déjà décollé une fois, il n'est pas super dur à décoller. Mais vous, votre plateau, il va être bien mieux collé en place. La raison pour laquelle je vous dis que vous ne devez pas faire ça chez vous, c'est que vous voyez, dans chaque coin de l'imprimante, il y a une petite résistance variable. Et en fait, la résistance, elle change selon le poids qu'on met dessus. Et c'est comme ça que l'imprimante, elle est capable de faire son auto-leveling. Donc, la buse, elle va toucher à différents points. Ça va être détecté par les petits capteurs, les petites résistances variables. Et c'est comme ça que l'imprimante sait si elle est calibrée ou pas. Et le problème, c'est que sur le moteur, il y a une petite mousse qui est collée. Et sur cette petite mousse, il y a la résistance qui est collée. Et la résistance, elle est aussi collée au plateau. Et là, je ne sais pas si vous voyez ici, elle s'est mal décollée d'en haut. Donc là, je vais devoir tirer délicatement. Sauf que si vous regardez ici, ben, elle est comme brisée en deux en ce moment. Donc, j'ai une petite partie ici, puis j'ai une partie là. Bon, alors, heureusement, juste le plastique, quand il brise, c'est pas très grave. Mais toutes ces résistances-là, elles sont théoriquement brisées parce que le plastique, il s'est ouvert en deux sur les trois. Mais après les avoir testées au multimètre, elles semblaient toutes être bonnes et effectivement, elles sont toutes bonnes. Leur résistance, lorsqu'on n'y touche pas, elle est de 5 kOhms, si je ne me trompe pas. Et quand on appuie, leur résistance, elle descend. Je me souviens pas jusqu'où elle va, mais en appuyant comme ça, il me semble avoir vu 2000, 3000, 4000 kOhms selon comment on appuie. Mais bref, ne la démontez pas parce que vous risquez d'endommager vos petites résistances ici et probablement que vous allez ruiner votre garantie aussi. Donc, chaque axe a son moteur, bien sûr. Ça, c'est pas très compliqué. Ici, on a le moteur pour l'extrudeur. Ici, on a le connecteur avec tous les fils qui montent jusqu'à la tête d'impression. Ici, on a la carte de contrôle qui est toute petite. Le bouton d'alimentation est juste là. Et le lecteur pour carte SD est juste ici. On a une genre de plaque en plexiglas transparent. Ça tient mieux les fils en place. Donc l'intérieur, il est super simple en fait. C'est juste vraiment dommage qu'on doive à peu près ruiner nos petites résistances si on veut ouvrir et diagnostiquer l'imprimante. Mais bon, moi, la raison pour laquelle j'ai démonté l'imprimante au départ, c'était pour voir si ma switch de détecteur de filament, elle n'avait pas un problème. Donc j'avais déjà testé si la switch fonctionnait elle-même. Mais je me suis dit peut-être que le fil, il y a un problème. Donc je l'ai débranché. Puis j'ai testé directement au bout du connecteur pour voir si c'était détecté, si ça fonctionnait, et oui, ça fonctionnait. Donc, je me suis dit, le problème ne vient probablement pas de ma switch de détection de filament. Donc, rendu là, ben voilà, hein. On peut remettre le plateau en place. Voilà, pas plus compliqué que ça. Maintenant que les résistances ne sont plus aussi bien collées au plateau, peut-être que ça peut être problématique, mais jusqu'à présent, dans mon expérience, l'imprimante fonctionne encore convenablement. Alors, le site de Dagoma semblait dire que le problème venait du détecteur de filament, sauf que selon mes observations, ça ne venait pas de là. Alors, d'où est-ce que ça peut bien venir? Un petit peu de temps a passé, je me remets à travailler sur cette imprimante-là, je retourne sur le site de Dagoma, et là, dans la section qui parle encore une fois des signaux lumineux de cette petite lumière, je vois une section que je n'avais pas vue auparavant. Est-ce que c'est juste moi qui avais mal vu? Est-ce que cette section-là a été ajoutée par après? Je ne sais pas. Mais cette section-là correspondait davantage au signal lumineux que mon imprimante me donnait, c'est-à-dire que ça clignote très vite, mais seulement pendant quelques secondes. C'est pas continuellement en train de clignoter. Et ce code-là voulait dire que l'imprimante n'est pas calibrée. Donc déjà là, ça faisait beaucoup plus de sens que le supposé problème de détection de filament, parce que manifestement, il n'y avait pas de problème avec le détecteur de filament. Je l'ai testé, il fonctionnait. Et aussi, ben effectivement, mon imprimante, elle n'était pas calibrée, parce que puisqu'elle n'était pas capable de se calibrer, j'ai dû interrompre une calibration. Donc là, je réessaie de calibrer, ça fonctionne toujours pas. Puis là, je me dis, OK, mais comment je vais être capable de réutiliser cette imprimante-là si je peux pas la calibrer et qu'elle a besoin d'être calibrée pour imprimer? Puis là, en faisant divers tests, à un moment, j'ai juste tenu le plateau un petit peu comme ça, sans vraiment mettre de pression ou quoi que ce soit. Je l'ai juste tenu et la calibration s'est faite sans problème. Là, j'ai dit, OK, ça c'est curieux. Donc là, je regarde, il n'y a rien qui accote sur le plateau. Mon fil à l'arrière non plus, il accotait pas sur le plateau, parce que ça serait définitivement un problème de calibration. Si, par exemple, mon petit support à filament, il touchait au plateau ici, ou si mon support à câble ici, il touchait, mais ce n'était pas le cas, il n'y a rien qui touchait. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un petit morceau d'emballage plastique, genre de papier un petit peu spongieux, puis épais de peut-être, je sais pas, un demi-centimètre. Puis j'ai levé ça ici comme ça, je l'ai glissé là, la calibration ne fonctionne pas. Donc là, je prends le petit papier, je le mets dans l'autre coin, la calibration ne fonctionne pas, et finalement, je prends le petit papier, je le mets à l'arrière,
et la calibration fonctionne et maintenant elle fonctionne toujours. Avec l'imprimante, il venait des petits supports comme ça qu'on peut glisser sur les côtés. Donc ça se glisse comme ça. Et on m'avait recommandé que quand on entrepose l'imprimante et qu'on ne l'utilise pas, on peut mettre ça. Et ensuite, quand on est prêt à imprimer, ben, on l'enlève. Donc, moi, j'ai mis ça. Donc, est-ce que c'était mal de mettre ça pendant l'entreposage? Je ne pense pas. Je pense que si on met pas ça, le plateau va avoir tendance à écraser les petites éponges avec le temps. Et donc, ça va nous apporter d'autres problèmes. Mais bref, même si j'ai mis ça, d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui fait que j'ai besoin d'avoir un petit support à l'arrière pour que la calibration fonctionne. Et bien sûr, il ne faut pas que ce soit un support solide, il faut que le plateau puisse bouger encore. Sauf que là, ça rajoute une petite résistance qui fait que le plateau bouge juste un petit peu moins et ça fonctionne à merveille maintenant. Donc, en guise de démonstration, j'appuie sur le bouton Power, je branche l'imprimante, je garde enfoncé jusqu'à temps qu'elle bouge. Voilà, ça prend quelques secondes. Puis en théorie, maintenant, l'imprimante devrait se calibrer à 100% sans problème. Et voilà, vous l'avez vu, l'imprimante vient de se calibrer, le bouton à l'avant il clignote pas, il n'y a aucun problème. Et même que si je veux démarrer une impression, j'ai déjà un fichier sur la carte SD, j'appuie, ça devient rouge, puis on devrait voir l'imprimante se mettre à chauffer et se mettre à imprimer. Alors pendant qu'elle travaille, je propose qu'on fasse la conclusion de cette vidéo. Donc elle va imprimer un genre de petit support à téléphone, puis je trouve que le design est intéressant parce qu'il est super petit. Et vu que je vais finir cette vidéo avant la fin de l'impression, je vous insère à l'instant une vidéo qui montre à quoi ressemble finalement le petit support et je vais vous mettre un lien dans la description si vous voulez le télécharger. Donc, pour conclure, cette imprimante-là, quand on l'achète, il y a très peu d'assemblage. Il faut qu'on mette les petits bâtons orange. C'est pas très compliqué. C'est des petits bâtonnets aimantés, donc ça, c'est super facile. Il n'y a rien à ajuster et il n'y a pas vraiment de paramètres à tweaker non plus. Les instructions sont claires, etc. Dagoma disent que c'est l'imprimante 3D la plus facile à utiliser et dans cette gamme de prix, je serais porté à être d'accord avec eux. La qualité d'impression, personnellement, je trouve qu'elle est bonne, sauf que c'est vrai qu'elle n'est pas optimale parce que Dagoma, pour rendre les paramètres super faciles, ils ont caché les paramètres un petit peu plus avancés et ça fait que c'est super facile à utiliser, sauf qu'on ne peut pas améliorer la qualité de l'impression autant qu'on le voudrait. Ça aurait été cool qu'on ait l'option d'avoir accès aux paramètres un petit peu plus avancés. Donc, il faudrait faire notre propre profil, soit pour Cura ou Simplifier 3D ou autre slicer, pour pouvoir profiter d'une qualité maximale, je crois. Côté fiabilité, je peux pas dire que l'imprimante elle est très fiable parce que j'ai eu un problème avec, mais je peux pas vraiment dire non plus qu'elle n'est pas fiable parce que j'ai juste eu un problème et je l'ai pas assez utilisé pour voir comment l'imprimante elle vieillit. Par contre, qu'elle soit fiable ou pas, ce que je peux vous dire c'est que si jamais il y a quelque chose qui brise, c'est pas une imprimante qui est destinée aux bidouilleurs qui veulent réparer eux-mêmes, c'est plutôt une imprimante qui est faite pour être renvoyée à Dagoma, réparée, puis ensuite ils vous la renvoient. L'imprimante n'est pas si difficile que ça à ouvrir, sauf que vous risquez d'endommager les 3 petites résistances variables que je vous ai montrées. Alors si vous décidez de bidouiller vous-même pour la diagnostiquer, attendez-vous à peut-être devoir changer ces résistances-là. Et je vais finir cette vidéo en vous disant que cette imprimante-là n'est pas destinée aux gens qui recherchent le meilleur rapport qualité et volume d'impression pour le prix. Et aussi, je me souviens pas si je l'ai mentionné dans cette vidéo-là, mais je vous le rappelle, il n'y a pas de plateau chauffant non plus, donc il y a beaucoup de plastique qu'on ne pourra pas imprimer, mais en PLA, il n'y a pas de problème. Cette imprimante-là est vraiment destinée aux gens qui veulent avoir une imprimante 3D sans se casser la tête, c'est-à-dire qu'on prend un fichier sur Internet, on le met dans le slicer, on appuie sur genre 3 boutons, puis ensuite, ça va sur la carte SD, on appuie sur un bouton sur l'imprimante, et voilà, ça se met à imprimer. Donc c'est ça qui est important à retenir ici. Cette imprimante-là, elle est faite pour les gens qui sont prêts à payer un petit peu plus pour ne pas avoir à se casser la tête. Si l'imprimante brise, ces gens-là veulent pas se casser la tête non plus, ils vont juste l'envoyer à Dagoma et attendre qu'elle se fasse réparer. Alors là, j'imagine qu'il reste juste à espérer qu'elle soit fiable finalement, l'imprimante, parce que si le but c'est de ne pas se casser la tête, on veut bien sûr que l'imprimante soit fonctionnelle la majorité du temps. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!